Cher ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te retrouver sur YouTube pour te répondre, en tout cas répondre aux nombreuses questions que j'ai eues depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube. J'en ai sélectionné 15 et donc je te réponds à toi, cher sorcier ou chère sorcière, aux questions que tu te poses. Répondu aux questions du type: est-ce que tu connais un filtre d'amour pour que mon amoureux revienne? Est-ce que tu as un filtre pour que je puisse avoir l'homme que je veux? As-tu trouvé un rituel pour gagner de l'argent? Oui, j'ai eu des questions comme ça. Et non, je n'y répondrai pas parce que ce n'est pas du tout dans mes pratiques et ce n'est pas du tout dans mes convictions. Ensuite, je vais pas répondre à la fameuse question comment débuter en magie et en sorcellerie, parce que je pars du principe que ma chaîne YouTube est vraiment consacrée à ça, à comment pratiquer, ou en tout cas comment débuter, ou sur j'apporte énormément de thèmes. Donc j'ai préféré plutôt répondre aux questions que j'ai eues soit en commentaire YouTube. D'ailleurs merci de commenter mes vidéos parce que ça me permet d'avoir un réel échange avec vous et ça fait vraiment plaisir. Merci aussi pour tous les commentaires positifs, j'en ai énormément. Vous êtes une communauté en or et je vous aime de fou. Je profite de cette vidéo aussi pour vous le dire. Et ensuite j'ai une bonne communauté aussi sur Instagram et j'ai souvent des messages privés avec une ribambelle de questions. Et donc du coup, j'en ai sélectionné 15 pour toi et je vais y répondre sans plus tarder. On va commencer par la première question de Shaobrina. Brigide, que tu dis à 3 visages, mais c'est pas Hécate ça. Alors, donc ça fait référence à ma vidéo sur Imbolc où je parle de la déesse Brigide, une déesse celte. Il faut savoir Hécate, sous sa forme à 3 visages, donc Hécate, Artémis, Sélénée, est une déesse grecque, donc on n'est pas sur le même panthéon, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la même mythologie, sur la même famille de déités. C'est pour ça qu'il y a souvent des similitudes entre certaines divinités ou d'autres, ce qui n'est pas incohérent puisque on va retrouver partout la divinité de la nature, la divinité de la fertilité, de l'amour, de l'abondance. On a énormément de points. En fait, c'est pour répondre aussi aux problématiques de l'époque ou même aux problématiques d'aujourd'hui. Donc non, on a bien 2 déesses différentes, Brigide à 3 visages, d'ailleurs qui porte uniquement son nom Brigide, mais sous 3 formes, et la déesse Hécate, Artémis et Sélénée, qui sont des déesses grecques. On a aussi la déesse Bastet avec son double Schemét, qui représente 2 faces de la même déesse, donc il y a énormément de déesses à double ou triple visage. Deuxième question de Léna Kokab. Ok, et comment faire si tu habites en Suisse et t'es pas riche pour acheter des livres? Très bonne question. J'ai pas mal ce genre de questions du genre ouais, comment on fait parce que nous les livres il faut qu'on les achète. Personnellement, moi aussi les livres il faut que je les achète, donc je comprends très bien la problématique. Alors, tu sais très bien maintenant qu'il y a énormément de plateformes gratuites comme YouTube, comme les blogs, comme Internet, Wikipédia et encore faut faire un peu attention. TikTok maintenant aussi où il y a pas mal de witches sur TikTok qui parlent de magie et de sorcellerie. Donc autant de plateformes où tu peux recueillir des informations. Tu peux aussi aller en bibliothèque tout simplement. En bibliothèque il y a énormément d'ouvrages ésotériques sur pas mal de sujets. Et ça te permet de ne pas dépenser d'argent dans un livre et en plus de ça, ça te permet aussi de commencer un grimoire parce que tout ce que tu vas recueillir comme information, comme ce ne sont pas des livres que tu vas garder, ce sera l'occasion aussi de compléter un magnifique livre, disons, au grimoire avec les nouvelles connaissances que tu auras eues. En ce qui concerne les livres, sache qu'il y a différents prix. C'est sûr qu'on va souvent voir des livres très bien illustrés. Moi j'en ai partagé dans ma vidéo mes plus beaux livres de sorcières, mais tu as aussi des livres qui ont un contenu très intéressant pour un prix beaucoup moins élevé. Exemple type, tu vas voir pour commencer Petit rituel de magie juste ici, qui est un recueil très complet. Il y a vraiment tout, les sabbats, les basiques, on parle de litho, on parle un peu de plantes, des lunes, de quelques déités, et il coûte 7,95 €. Donc tu vois, tu n'es pas obligé d'être riche pour t'offrir un petit livre. Après tu peux très bien aussi en acheter un par mois ou même, comme je te dis, pas du tout en acheter et créer toi-même tes propres rituels. Au jour d'aujourd'hui, je trouve énormément de recueils de livres où il y a des sorts tout faits. Personnellement, moi je suis pas fan parce que j'aime bien créer mes propres sorts avec mes propres correspondances. Donc acheter des livres n'est vraiment pas une nécessité. Si en plus tu n'aimes même pas lire,
je vois pas l'intérêt d'acheter des livres si tu sais que tu ne les liras pas. Donc voilà. Bonjour, j'ai beaucoup aimé ta vidéo, merci à toi. Mais je souhaiterais savoir à quelle occasion peut-on avoir besoin d'un hôtel portatif comme celui-ci, merci. Donc là c'est un commentaire YouTube que j'ai lu sur une de mes premières vidéos, ou voire je crois la première, où j'allais faire un tuto sur comment customiser ou comment créer un hôtel portatif. L'hôtel de voyage est très intéressant quand tu pratiques en extérieur. C'est-à-dire qu'au lieu de te trimballer moult et moult bocaux avec des ingrédients, des grosses bougies, des choses comme ça, avoir un petit hôtel portatif, ça permet de réunir tous les ingrédients dont tu as besoin pour pratiquer. Tu peux aussi très bien l'utiliser en hôtel éphémère si tu n'as pas envie d'avoir un hôtel permanent et que tu as quand même envie d'un espace de travail. Tu auras juste à ouvrir ta box de voyage, on va dire, ou ta valise, ou tout n'importe quel support pour créer un hôtel en un claquement de doigts. C'est pour ça que j'avais voulu faire ce tuto, parce que je voulais vous montrer qu'avec 3 fois rien, on peut tout à fait pratiquer et on n'est pas obligé d'avoir des choses extravagantes. Moi la première, j'ai que quelques bougies, quelques cristaux, quelques bocaux et ça suffit largement. Elisa Josselin, merci pour cette vidéo. J'ai le sentiment que les pierres ont tendance à vite se décharger comme si j'aspirais l'énergie beaucoup trop fort. Pourrais-tu m'éclairer s'il te plaît? Alors, ça aussi c'est une question assez intéressante. Alors, soit tes pierres ne sont pas assez grosses. Après, moi je suis pas une experte en lithothérapie, je te donne juste mon intuition et mon avis là-dessus. Il faut savoir qu'on a un corps humain qui est quand même assez grand et souvent on porte des pierres qui sont vraiment toutes petites. Les ondes, ou en tout cas l'énergie qu'elles génèrent, n'est pas assez imposante en fait pour pouvoir vraiment avoir l'effet que tu recherches. Soit un effet de projection, il y a des pierres qui projettent quelque chose, des bonnes ondes, qui projettent des auras, des choses intéressantes, et tu as aussi les pierres qui absorbent. Souvent c'est celle-ci qu'on utilise le plus, c'est-à-dire comme la labradorite qui va absorber les énergies des autres. On va avoir l'obsidiane aussi qui sert de bouclier énergétique au final. Donc celle-là il faudra plus les purifier. Et les pierres qui projettent le plus, c'est les recharger. Si tu as le sentiment que tes pierres se déchargent trop vite, bah, tu peux faire comme avec ton téléphone, le mettre sur une base de charge. Alors tu peux les recharger, moi je les recharge uniquement, et en plus j'aime pas trop le terme recharger, parce qu'il faut savoir que des pierres elles sont depuis des milliers d'années sous terre. Donc quand on dit on les recharge au soleil ou à la lune, il faut savoir que c'est des pierres qui n'ont jamais vu le soleil ni la lune hein, de base. Donc pour moi c'est un peu... Pour moi, une pierre n'a pas besoin d'être forcément rechargée. Après, c'est mon avis. Encore une fois, je suis pas une experte. Mais si tu as besoin de les recharger et que tu sens que tu as besoin de les recharger, tu les recharges. Moi, j'aime bien les mettre à la lueur de la lune parce que je trouve que ça apporte quelque chose. Pour les purifier, je préfère les enfouir dans un pot, dans de la terre, parce que je suis quelqu'un qui est très en raccord avec l'élément terre. Mais l'eau, alors l'eau peut les altérer, donc sur certaines pierres je peux déconseiller. Le sel, je trouve que c'est hyper abrasif, donc pareil je déconseille. Mais l'encens, pourquoi pas. C'est à toi de trouver ton propre rituel avec tes pierres en fait. Quand je porte une pierre sur moi, je la porte à différents endroits. Je vais avoir un collier en améthyste, mettons, une bague, un bracelet, et même souvent à ma cheville aussi une pierre en améthyste. Je préfère utiliser que une ou deux pierres à la fois pour éviter de faire des mauvais raccords. T'as des pierres qui vont pas ensemble, comme t'as des synergies de pierres qui vont très bien ensemble. Donc je préfère en porter pas plus de 2-3 différentes grand maximum. Après j'ai une question de Little Phoenix. Petite question, j'ai vu que tu avais des pots avec un caoutchouc. Est-ce que c'est ce que tu conseillerais pour conserver au mieux et aussi pour pas que les odeurs saturent la pièce? Donc ça c'est une question en relation avec les plantes. Donc sur la vidéo que j'ai faite sur les plantes en magie en sorcellerie. Pour ma part, je vais pas conseiller un pot ou un autre. Le seul conseil que je peux donner, enfin vraiment le conseil à vraiment faire entre guillemets, c'est ne surtout pas laisser vos pots en verre avec vos plantes à l'intérieur exposés à la lumière du soleil. Pourquoi? Parce que ça désaltère les couleurs, ce qui est un peu dommage. Ça peut désaltérer la plante en elle-même et ça peut même favoriser la création de germes et de champignons dans vos pots, ce qui va créer une moisissure et vos plantes sont ruinées. Quand vous faites comme moi, que vous avez des plantes aussi bien en intérieur qu'en extérieur que vous récoltez, souvent elles vont être séchées mais pas entièrement. Il y a de l'humidité dans les pièces quand on fait sécher, donc ça peut vraiment créer moisissure et c'est vraiment dommage. Si vous n'avez pas un placard attitré, à ce moment-là, favorisez les pots teintés comme ceci. Voilà, c'est des pots exprès au final pour garder les plantes à l'abri de la lumière.
C'est pour ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous utilisez une huile essentielle, souvent c'est sur des verres teintés et c'est pas pour rien, c'est pour éviter qu'elle s'abîme à la lumière du soleil. Donc c'est le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment faire attention à ça. Au niveau des odeurs, le fait que ce soit hermétique ou pas, si vous le laissez dans un placard, moi j'ai une moult et moult plantes dans un placard, ça n'embrume pas la pièce. Hein. Vraiment, il n'y a pas d'odeur qui s'en échappe. Donc c'est le meilleur conseil, hein. Attribuez-lui une place dans un placard à l'abri de la lumière et ça sera parfait. Ensuite, question numéro 6, Nadia Kassamali. Bonjour, si on veut faire une bougie avec une intention, comment on s'y prend? Pareil, j'avais fait un tuto sur les bougies il y a très longtemps où je vous apprenais à faire des bougies avec les moyens du bord. Maintenant j'ai un peu changé d'avis là-dessus, c'est-à-dire que je n'utilise plus du tout de paraffine, j'utilise uniquement de la cire végétale, beaucoup moins nocif pour l'environnement et aussi pour nos bronches. Pour trouver une intention dans vos bougies, mettons une bougie comme celle-ci. J'y ai mis des cristaux d'obsidienne, j'ai fait sécher moi-même du citron et j'ai récupéré le sapin que j'avais décoré cette année. Cette bougie par exemple, je compte l'utiliser pourquoi pas à Yule l'année prochaine parce que c'est au niveau des correspondances. Oh, elle sent le sapin, oh, ça sent trop bon. Au niveau des correspondances, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que pour faire une bougie avec une intention, soit tu le fais en ce format-là avec des plantes que tu as sélectionnées, des huiles que tu as sélectionnées et des pierres que tu as sélectionnées en fonction des correspondances que tu veux. Par exemple, si tu veux faire une bougie amour-amitié, mettons, tu vas utiliser des pierres en rapport, donc quartz rose, pétales de rose, en huile essentielle, pourquoi pas du xylang ou alors patchouli par exemple, ça match très bien. Tu peux aussi jouer avec les couleurs parce qu'il faut savoir que chaque couleur correspond à une intention particulière, donc forcément jouer avec les couleurs, jouer avec les ingrédients, c'est à ce moment-là où tu peux faire une bougie avec ton intention. Tu peux très bien aussi salmodier des formules que tu auras écrites ou des prières ou une méditation autour pendant que tu fabriques ta bougie, c'est-à-dire quand tu fais couler la cire, pendant que tu la décores, tout ça, tu peux aussi y mettre une intention à ce moment-là. Moi personnellement, sur toutes les bougies que je vends, quand c'est des bougies avec une intention, j'y suis vraiment de la conception même de la plante parce que il y a un grand nombre de mes bougies où les plantes viennent de mon jardin et là aussi j'y mets une intention sur tout le processus où la plante va sortir, où la plante va suivre la saison et je vais faire à chaque sabbat des offrandes exprès, tout ça. Vraiment j'y prends vraiment du temps. Pour essayer d'avoir les meilleures vibrations possibles, les meilleures ondes possibles pour mes bougies. Donc moi c'est ce que je te conseillerais de faire, c'est-à-dire vraiment de le faire avec ton cœur et de le faire avec intention dès le début et pour après avoir ce que tu veux au résultat final quoi. 7ème question de Léo Leclerc. Bonjour, je ne sais pas par quel enchantement mais j'ai toujours été attirée par la magie et la sorcellerie. Je me demande si étant un homme je peux la pratiquer et lire des livres destinés aux sorcières. Y a-t-il des groupes où je puisse intégrer pour en connaître plus? Oui. J'ai eu pas mal de questions d'hommes qui me posaient cette question. Et con cette phrase. Pourquoi, est-ce que nous, en tant qu'hommes, on peut pratiquer la magie de la sorcellerie comme une femme? Il n'y a pas de question de genre dans la pratique et dans ce que tu as envie de projeter dans le monde quoi. C'est-à-dire que tu sois un homme, une femme, hermaphrodite, transgenre, LGBT, le monde t'as de la place quoi. Je veux dire tout le monde a sa place dans ce domaine là. Encore heureux parce que je pense que si plus de gens seraient en raccord avec la nature, en raccord avec la pratique de l'ésotérisme, franchement je pense qu'on s'en porterait tellement mieux parce qu'on a un lien avec la nature qui est très important quoi en tant que sorcier. Donc bien sûr, après tu peux aussi très bien, par exemple une sorcière qui va faire des rituels en relation avec la lune parce que la lune c'est le féminin, c'est aussi la nuit, hein. Il n'y a pas que le côté féminin chez la lune. Toi tu peux très bien aussi t'exprimer à travers du soleil qui est donc l'élément masculin et opposé par exemple, mais tu peux très bien aussi faire des rituels comme une sorcière. Enfin pour moi il n'y a aucun problème, c'est quelque chose qui me paraît logique, mais après je peux comprendre. Alors c'est Tingwinnet qui avait parlé de la légitimité en magie. Si je peux, je vous mettrai dans le petit i, sinon je vous mettrai sa vidéo en description qui était assez intéressant. Pour moi, tout le monde est légitime de pratiquer. Pour les groupes, moi j'ai la chance d'avoir créé un groupe sur WhatsApp il y a de ça quelques mois avec qui j'échange. Donc bien sûr c'est gratuit, hein. Moi ce que je vous conseillerais c'est de
de créer des groupes, alors soit vous-même les créer et après rencontrer des sorciers ou des sorcières, ou alors intégrer des groupes mais gratuits. Parce qu'au tout début, je vois pas l'intérêt de dépenser de l'argent sur des groupes payants, au tout début. Après, bien sûr, si vous voulez vous approfondir vos connaissances et que derrière la personne qui gère le groupe, c'est aussi, elle génère aussi des cours ou des thématiques, des choses comme ça, bon, pourquoi pas. Mais si tu trouves pas le groupe qui te plaît, crée-le. Moi c'est ce que j'avais fait, je ne trouvais pas de groupe qui me plaisait ou de groupe où j'étais en accord. Donc j'en ai créé un, d'ailleurs Léo en fait partie maintenant. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous voulez intégrer un groupe de parole entre sorciers et sorcières. Je serais ravie d'en créer un deuxième parce que celui-ci, on est un peu plus d'une dizaine. Et je trouve que 10 c'est bien pour un groupe de parole parce que plus que ça, mais vous n'allez pas trouver votre place en fait. C'est-à-dire vous n'allez pas réussir à communiquer, à parler, il y aura trop de conversations, vous n'arriverez pas à suivre le fil et tout, et c'est démoralisant. Question numéro 8 de Bob. Faut-il purifier son grimoire livre des ombres avant d'écrire dedans? Moi personnellement je l'ai purifié avant, après je l'ai aussi consacré. C'est-à-dire que consacrer un objet, que ça soit aussi important qu'un grimoire, c'est quelque chose d'intéressant à faire, mais après en pratique tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire fais-le selon ton ressenti. Mais purifier des objets c'est toujours bien parce que tu vas toi y mettre ton énergie, donc le fait qu'il soit parti d'une base neutre, c'est plutôt intéressant. Mais pourquoi pas aussi y mettre des plantes, des éléments, de coller des choses dedans, enfin il y a énormément de choses que tu peux faire quoi avec un grimoire et c'est ça la beauté aussi de la chose. Donc ouais, purifier tu peux et peut-être que tu vas ressentir le besoin et le consacrer tu peux et peut-être que tu vas en ressentir le besoin. Ensuite, question 9 de Sandy Terry. Merci pour cette vidéo, une vidéo spéciale sur les types de bois. Pour se faire une baguette m'intéresserait beaucoup. J'ai entendu dire qu'il fallait récolter une branche Alita, la travailler pendant 1 an et un jour avant de la consacrer. Quel est ton avis sur le sujet? Merci d'avance. Alors ouais, j'aimerais bien faire une vidéo sur un sorte de tuto sur les baguettes. Je trouve que c'est hyper intéressant de faire jouer les correspondances du bois en fonction de ce que vous voulez faire en rituel par exemple. Moi ce que je vous déconseillerais en baguette, si vous utilisez une baguette, c'est d'aller acheter dans le commerce et que ça soit une baguette en plastique, enfin pas en plastique mais en fibre plastique au final. Comme celle, je sais pas, celle qu'on voit, les imitations des baguettes Harry Potter, mais tout, il y en a très peu en bois, donc je vois pas l'intérêt. Le mieux c'est de la fabriquer soi-même. Le fait de la récolter à l'Alita, tout ça, alors j'ai pas d'avis sur le sujet parce que je pars du principe que le mieux quand on fait une baguette, c'est de la trouver le bois en fait en lui-même. Donc si tu trouves ton bois en octobre, ce qui est le plus logique parce qu'on est sur l'automne, donc c'est là où on va commencer à trouver du bois mort, bah c'est con d'attendre l'Alita quoi. Si tu vois un bâton qui est beau, enfin, je veux dire qui t'attire, comme une pierre peut t'attirer dans un magasin, des choses comme ça, c'est bête d'attendre un sabbat particulier pour récolter quoi. Le mieux c'est d'être en raccord encore avec Mère Nature, c'est-à-dire si tu veux couper un bois particulier, par exemple moi j'ai un cerisier dans mon jardin, j'ai toujours dit que je ferais un jour une baguette en bois de cerisier, je vais attendre, pas l'Alita forcément, je vais attendre l'hiver arrive, que la sève de l'arbre soit redescendue aux racines, hein, parce que c'est ce qui se passe pendant l'hiver, c'est pour ça qu'il ne meurt pas, au moment où on doit de base couper nos arbres fruitiers. Et là je vais couper ma branche. Et pour la consécration, moi je vais juste attendre qu'il sèche en mon bois. Hein. Après je vais créer mon rituel peut-être sur des événements qui sont beaucoup plus récurrents comme les phases de la lune. Question 10. Faut-il mettre l'eau de la lune en bouteille dehors ou devant une fenêtre? Alors quand vous faites vos eaux de lune, je n'avais pas fait de vidéo sur le sujet, mais je pense que l'eau de lune très clairement assez sur tous les réseaux parce que c'est l'élément witchy le plus facile à faire, c'est-à-dire vous prenez un bocal, vous pouvez très bien prendre de l'eau de pluie, de l'eau de source, l'eau du robinet aussi, hein, ça reste de l'eau de base, et de le mettre dans un bocal et de le laisser toute la nuit aux lueurs de la pleine lune. C'est ça, de l'eau de lune. On peut y mettre même des cristaux, des plantes, tout ce que vous voulez. Pour moi le plus important, qu'elle soit dehors ou dedans, c'est que elle soit direct orientée. Il faut vraiment que la lumière de la lune éclaire ton récipient, qu'il soit en extérieur ou en intérieur. Si tu as la chance d'avoir des fenêtres qui donnent directement sur la lune pendant qu'elle est pleine, bah, tu peux très bien la laisser dedans, volet ouvert bien sûr. Volet ouvert, rideau ouvert, tout ouvert, tu laisses dedans. Et si après tu vois qu'il fait beau, parce que c'est sûr que s'il y a tempête dehors, laisse-le dedans ton truc, hein. Le mets pas dehors si tu sais que demain tu vas retrouver ton pot explosé et qu'il se soit fait balayer par le vent. Donc si c'est un ciel dégagé, qu'il fait beau et que tu peux le laisser sur le rebord de ta fenêtre, laisse-le sur le rebord de ta fenêtre, sinon mets-le en intérieur. Quand on purifie nos spell jars, peut-on utiliser autre chose que de l'encens? Les dernières questions, pardon, ce sont des questions que j'ai eues sur Instagram. Tu peux très bien ne pas utiliser que de l'encens. L'encens
est vraiment l'outil le plus facile parce qu'un petit bâtonnet, tu vois la fumée qui va rentrer directement dans ta spelljar et donc du coup au final c'est vachement plus pratique. Personnellement, si tu commences à me connaître, comme je suis très avec la terre, j'aime bien laisser mes fioles enterrées pendant... Je sais que ça va vous faire rire, mais moi ça me fait rire, mais je laisse mes fioles enterrées pendant plusieurs jours avant de les utiliser. C'est comme ça que je purifie. Moi je purifie tout par la terre. La terre c'est mon élément, je sais pas. Pourtant je suis un signe de l'air, mais la terre j'adore. Donc tu peux très bien les laisser comme moi dans un pot, hein, pas forcément dans la terre de ton jardin, hein, mais tu peux très bien les mettre dans un pot, dans de la terre. Tu peux aussi très bien les laver à l'eau, hein. Après c'est juste plus galère à sécher quoi. Donc si tu veux faire ta spelljar à l'huile avec de l'huile dedans et pas de l'eau par exemple, c'est un peu galère. Tu peux aussi par les vibrations soniques, c'est-à-dire un bol tibétain et le son. Alors tourner, pareil, hein, je ne me suis pas documentée, mais je sais que le son peut très bien purifier aussi. Et sinon le sel, hein, tout bonnement, hein, tu mets un peu de sel, tu mets dans tes mains, et tu vides le sel et ta fiole est purifiée. La purification par l'encens, ça reste le plus simple et le plus courant, mais il y a énormément de purifications qui existent quoi, même pour une maison. Pourrais-tu faire une vidéo sur les animaux totems? C'est en cours de conception, c'est le genre de vidéo qui prend énormément de temps à l'écriture parce que je me documente beaucoup, je veux vraiment pas vous dire de bêtises. Les animaux totems, ça va être une partie qui va être sur l'histoire de pourquoi du comment et la deuxième va être sur quelques animaux, mais ça prend du temps. Donc c'est en cours d'écriture. Est-il possible d'être une sorcière sans pratiquer les sabbats? Et on me l'a énormément demandé, c'est un truc de fou. De savoir est-il possible d'être une sorcière alors qu'on pratique pas les sabbats. Oui, parce qu'en fait les sabbats en eux-mêmes, hein, ce sont juste des fêtes. C'est comme en christianisme, hein, comme dans toutes les autres religions, comme l'Aïd pour la religion musulmane, comme je sais pas, Pâques qui pour la religion chrétienne. T'es pas obligé de les fêter si tu veux être un bon chrétien ou un bon musulman. C'est pareil pour les sorcières. Les sabbats en fait, on en parle beaucoup parce que ce sont des événements riches en énergie. Quand vous êtes une sorcière et que vous avez une famille ou que vous avez un conjoint, ou que vous avez des colocataires qui eux ne pratiquent pas, c'est un peu compliqué de dire bon bah ce soir faire des rituels, non. Donc je peux comprendre. Après tu peux très bien ne pas les fêter et être une très bonne sorcière. Si pour toi tu ne ressens pas le besoin de fêter les sabbats aujourd'hui, peut-être que tu le ressentiras demain. Mais te freine pas. Te dis pas, j'ai pas fêté le sabbat d'Ostara, c'est bon j'arrête. Non, c'est pas parce que t'as pas fêté le sabbat d'Ostara que tu dois plus pratiquer. Pas du tout. Vraiment. Fais-le à ton instinct. La magie, la sorcellerie, l'avantage que ça a dans cette pratique, dans ces coutumes, dans ces religions, c'est qu'on est libre à 100% de pratiquer ce qu'on veut. Quel type de sorcière je suis? Alors ça, c'est pareil, les types de sorcières. Donc il y a une vidéo qui est en cours sur les types de sorcières justement parce que je trouve que c'est un domaine hyper intéressant parce que j'adore découvrir les pratiques des autres. Je trouve ça fascinant et sans aucun jugement, vraiment c'est quelque chose que je trouve fascinant. C'est pour ça que je me documente autant et que ça me passionne. Donc je pourrais pas te donner de réponse à cette question déjà parce que je sais pas qui t'es. T'es pas obligé de choisir ton style en fait. C'est-à-dire quand tu pratiques, tu dis bon bah allez moi j'adore tout ce qui est vaudou, ça y est je serai une sorcière vaudou. À côté de ça, t'adores magie des plantes, tu vas aimer le panthéon celte ou alors tu vas aimer le panthéon nordique. À côté de ça tu vas vouloir essayer des trucs. Alors du coup c'est dommage parce que tu t'enfermes dans une catégorie. Personnellement j'ai pu dire sur ma chaîne YouTube que je suis une sorcière verte, c'est pas pour ça que je m'intéresse pas aux autres choses. Voilà, ma pratique est libre. Je suis quelqu'un de libre, tu es quelqu'un de libre, donc moi ce que j'ai un conseil à vous donner c'est de ne pas vous enfermer. Enfin on a toujours besoin de s'identifier à quelque chose et de rencontrer des gens qui pratiquent les mêmes choses. Tous les livres de magie que j'ai pu lire et de sorcellerie, c'est le grimoire de un tel parce qu'il a pratiqué sa propre magie. À toi de trouver la tienne tout simplement. C'est quoi la différence entre Wicca, sorcellerie et Lightworker? Celle-là pour finir elle est ouf. Au début je ne connaissais pas la différence et du coup je me suis mise à farfouiller pour savoir la différence entre le Lightworker, la sorcellerie et la Wicca. La Wicca est une religion qui a été créée et qui reprenait au final
pas mal de pratiques celtiques. Il a pioché un peu dans pas mal de choses pour créer sa religion Wicca, qui est une superbe religion. Personnellement, j'adhère complètement. Ensuite, il y a la sorcellerie, donc c'est une forme d'expression libre. La sorcellerie, au final, c'est une forme d'expression, une forme de pratique. Où il n'y a pas de code, mis à part toujours les codes du karma. Je suis désolée, tu fais des choses noires et néfastes, et bien il t'arrive des choses noires et néfastes. Pour moi, là où je me rejoins avec la Wicca, c'est un peu ce code-là, hein, les lois karmiques. Pour moi, c'est voilà, c'est important. Et ensuite, il y a les light workers. Alors les light workers, j'ai une vraiment chose passée. On adhère ou on n'adhère pas, mais là on va plus être sur de la médiumnité. On va plus être sur les énergies, le féminin sacré. On sera plus sur ce côté-là. Loi karmique, karma, astrologie. Ah bien sûr on le retrouve en sorcellerie, mais c'est autre chose. C'est une autre pratique, c'est-à-dire que celles qui font du light worker, elles vont plus se catégoriser comme médium ou énergéticienne que comme sorcière. Alors que les sorcières vont plus pratiquer des sorts. Le light worker ne va pas faire de sortilège. Un light worker, il va juste utiliser les énergies, son empathie, ce qu'il va ressentir pour travailler. En fait, c'est un mois du travail pour lui. Il va être au travail de lui, au travail des autres, à contribution des autres. Et c'est vrai qu'il y a une petite guéguerre, j'ai vu sur les réseaux sociaux, entre les lightworkers et les sorciers, qui c'était assez rigolo. Et c'est pour ça que je voulais répondre à cette question en vidéo. Parce que je sais pas ce qui se passe. J'ai un peu vu des choses. Je n'ai aucun problème avec tout ce qui est énergie, quelque chose. Moi, ça me fascine. Les personnes qui sont énergéticiens, les personnes qui travaillent avec les énergies, la médiumnité, l'au-delà, les lois karmiques, l'astrologie, la numérologie, enfin, c'est des aspects qui sont scientifiques, enfin je sais pas comment dire, enfin il faut taffer quand même, il y a du travail quoi, genre il y a de la documentation, t'apprends plein de choses, enfin c'est des années et des années de pratique quoi. C'est quelque chose qui me fascine. Il y a une odeur en plus dans la sorcellerie, je sais pas, il y a quelque chose qui moi m'anime, me fait lever le matin quoi, c'est vraiment une passion quoi. Voilà, c'était la dernière question. Encore une fois, je n'ai pas préparé cette vidéo, encore une fois je n'ai donné que mon avis personnel, mais en même temps si vous me posez autant de questions c'est que vous avez peut-être envie de savoir ce que je pense, donc c'était l'occasion. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas, du coup, tu l'auras compris, à me laisser des commentaires si tu as d'autres questions. Je ferai une FAQ prochainement. Si tu as des questions plus axées sur ma personne ou si tu as des questions sur la sorcellerie aussi, sur plein de choses, je y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la magie et la sorcellerie.